Bonjour à tous et bienvenue sur Kaina TV. Aujourd'hui, pour le concept de la balade, nous avons le plaisir d'avoir Soufiane Eut qui est avec nous aujourd'hui. Soufiane, bonjour. Alors, pour commencer, j'ai entendu que tu étais éducateur spécialisé, comédien, auteur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu fais dans la vie? Moi, mon métier, c'est éducateur spécialisé. Notamment, là, je travaille à la PJJ, Protection Judiciaire de la Jeunesse, auprès de jeunes en situation de délinquance. C'est-à-dire, voilà, quand ils ont fait un acte, ils sont présumés coupables ou reconnus coupables, on les accueille, on les accompagne pour essayer de faire en sorte qu'ils s'en sortent. Comédien, on va dire, c'est du hobby, hein, c'est pas... Voilà, c'est plutôt... Une passion. Voilà. Ouais, en gros, c'est que j'aime mettre en œuvre mes textes, c'est-à-dire les mettre en mouvement. Donc moi je suis auteur, c'est vraiment là où je m'éclate et là où je me développe. Et de temps en temps, il arrive que je mette en scène ou que je fasse mettre en scène mes textes, où je peux jouer ou pas, ça dépend. Voilà. Donc là j'ai sorti deux romans, les deux ont été adaptés au théâtre. Et justement en parlant de romans, ton premier roman est sorti en 2017, Les points sur les i, c'est ça? C'est ça, Mes points sur les i. Mes Voilà. points sur les i. Qu'est-ce que tu as voulu raconter à travers ce livre? En fait, j'ai voulu essayer de décrire et d'écrire en un mot et deux mots la complexité, la nuance d'être dans le quartier. C'est-à-dire que moi j'aime bien partir, mais c'est comme tout, j'aime bien partir des clichés. Voilà, on va parler de deal, on va parler de bagarre, on va parler de violence, on va parler de prison, etc. On va parler de quartier. Là, je pourrais passer à Pascal Pro. Mais le but, il est de venir détricoter tout ça, de venir montrer la complexité. C'est un peu comme si tu avais une feuille qui est toute chiffonnée. Je viens, je la déplie, je viens la planir pour montrer qu'il y a beaucoup plus de relief que ça. Il y a beaucoup plus de complexité et que les gens, même s'ils finissent en prison, ne sont pas du mal incarné, quoi. Ils ne sont pas mauvais par essence ou par origine. Voilà, je veux mettre un peu plus d'intelligence et de nuance. Parce que d'ailleurs, j'ai appris qu'à travers ce livre-là, tu portrayais un peu un ami à toi qui était passé par la prison. C'est ça, qui a atterri de façon malencontreuse en prison. Pour moi, la condamnation était dure, était pas forcément justifiée parce que c'était lui qui subissait une agression, etc. Après, voilà. Mais sans rentrer dans les détails de la situation, pour moi, ça a été un prétexte, une dette d'écrire son histoire. Alors, c'est pas biographique, hein, le but, c'est une fiction. Le but, il est en fait, de servir de prétexte pour dire d'autres choses, pour parler de l'injustice, pour parler du communautarisme. À un moment donné, je parle du communautarisme et j'essaie de réfléchir sur cette notion. C'est quoi le communautarisme? Est-ce que c'est les gens qui vivent dans un quartier ou est-ce que c'est les personnes qui sont au pouvoir, qui les ont mis dans ce même quartier et qui, par différentes politiques établies ou pas, les empêchent de sortir du quartier? Voilà, on ne parle pas de communautarisme, par exemple, à Neuilly-sur-Seine ou dans le 16e. Là, on ne parle pas de communautarisme entre riches. On en parle toujours quand voilà, c'est la paillade, parce qu'on va dire que ça sent le bled, ça sent le Maghreb, ça sent l'islam, etc. Alors que c'est plutôt un communautarisme subi qui, au final, en tout cas pour les gens des quartiers, nous réussit bien parce qu'il y a la solidarité, il y a une certaine culture, c'est vrai. Voilà, ça reste un ghetto ethnique, hein, pour reprendre les mots de Manuel Valls. Mais c'est pas quelque chose qui... Voilà, nous, on n'est pas au pouvoir pour diriger en fait, la politique locative des HLM. Voilà, on n'est pas au pouvoir, quoi. Donc il faut aussi remettre l'église au centre du village et repointer quel est le vrai communautarisme. Ouais. Et avant de parler de tes engagements et de ces problématiques-là, moi j'aimerais un peu revenir sur ton enfance et sur ta jeunesse. J'ai vu qu'avant la lecture, c'était pas forcément quelque chose auquel on t'avait ouvert et que tu as découvert l'écriture et la lecture justement au travers d'une association Défi, c'est bien ça, à la Paillade, ou c'était bien avant? Alors, bien après. Oui, bien après plutôt. Un Défi, moi je l'ai connu parce que je me faisais beaucoup renvoyer de cours au collège. Ils avaient un programme où, quand tu étais renvoyé de collège, au lieu de rester chez toi à rien faire, tu allais dans cette assoce pour essayer de te remobiliser, etc. Alors, je ne veux pas dire que ça m'a été utile, parce que c'est pas ce que je ressens. Après, c'est des gens très bien, moi je suis toujours en contact avec eux. Mais non, en fait, moi j'avais une mère qui lisait, paix à son âme, qui lisait énormément. Mais alors ça, c'est comment moi je l'ai ressenti, c'était un peu impressionnant. Quand tu vois des armoires, et bien sûr elle me disait il faut lire. L'école
a été vraiment quelque chose qui est venu castrer mon envie de lire, quoi. Et lire des livres obligatoires, etc. Et c'est vrai que moi, je me rappelle quand j'étais gamin au collège, je me disais, non mais attendez, pourquoi on ne peut pas lire d'autres livres? Ouais, Alors je suis un que peu ceux qu'on nous contestataire, impose. voilà. Mm. C'est-à-dire, ok, les classiques, il faut les lire, tout ça. Mm. Mais moi, ça ne fonctionnait pas pour moi et j'aurais aimé, alors c'est peut-être par esprit de contradiction, lire d'autres choses. Et Mais c'est au travers de quel style de livre que tu te retrouvais le plus? Tu t'en souviens? alors moi, ben, alors, ado, moi je lisais pas. C'est à 26 ans que j'ai vraiment commencé à lire et moi j'aime beaucoup l'histoire. Mm, Mais ok. l'histoire écrite par les personnes de l'époque. Par exemple, la guerre du Péloponnèse par Thucydide ou Hérodote, etc. C'est-à-dire, si je vais lire quelque chose d'antiquité, Mm. j'aime lire un auteur antique qui aujourd'hui, eh ben, c'est bien, on a plein de notes Mm. par rapport à des découvertes qu'on a faites après. Donc les erreurs qui ont été avant, elles sont corrigées. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'Antiquité, j'aime beaucoup l'histoire très ancienne. Et Mm. lire des auteurs, voilà. Maintenant, je suis beaucoup plus dans, on va dire, j'aime beaucoup la socio, la philo, l'histoire, toujours. Mm. Mais Ce que j'allais dire voilà. justement parce que justement l'Antiquité c'est un peu un lien avec la philosophie et toi tu t'es beaucoup retrouvé dans la philosophie. C'est Moi, quelque j'ai fait chose qui des te études de passionne. philosophie, Ok. des études courtes, mais j'ai fait des études avant de m'engager à l'armée. Mais j'ai toujours aimé la philo. Quoi. Mm. Pour moi, la philo devrait être enseignée en primaire, au collège, et pas les 2 heures qu'on a au lycée, là, que j'en ai aucun souvenir. Mm. Mais vraiment, parce que c'est vrai qu'au lycée, on faisait quoi? On apprenait les auteurs de philo, les grands textes, les Socrate, les Aristote, etc. Et on philosophait très peu. J'ai eu un seul prof qui philosophait vraiment, qui nous faisait réfléchir, Gamberger. Mais j'ai toujours aimé, et je le fais aujourd'hui, je le fais dans mes livres. Il y a beaucoup de philosophie dans mes livres. En tout cas, j'essaye de faire une philosophie appliquée, quoi. Mm. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer la philosophie au quartier? Ah mais, alors, ça a changé. Ça a changé dans le cinéma, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Il faut prendre les films des années 80, etc. Les mecs des quartiers, c'était souvent des mecs qui réfléchissaient, hein. Mm. C'est la figure du mec de quartier, c'était un mec qui dépassait sa condition sociale en réfléchissant tout en restant mec de quartier. Tout ça, c'est pas la question. Mais aujourd'hui, on a un peu, j'allais dire, rendu bête les mecs de quartier dans les films et même dans les productions issues des mecs de quartier, hein. Si vous prenez Les Misérables, si vous prenez Athéna, si vous prenez tout ça, l'intelligence, elle est quasiment absente des protagonistes. Mais en fait, plus la situation, Platon disait, si, euh, non, c'est pas précarité, c'est mère d'inventivité. Le dénuement est mère d'inventivité. Voilà. C'est-à-dire que quand tu es dans le dénuement, tu es obligé d'être inventif. Le Euh, dénuement c'est quoi? le dénuement, en fait, c'est qu'on n'a pas d'argent, quand on manque de tout. Mm. Vous prenez en Afrique les systèmes D, ce qu'on appelait avant les systèmes DDD, les systèmes D 3D, c'est-à-dire vraiment c'est la débrouille, débrouille, débrouille. C'est quelque chose comment dire, qui nous oblige. Euh, et donc, plus on est privé, plus on est dans l'obligation de se surpasser. Mm. Et la philosophie, c'est quoi? C'est un exercice de pensée Mm. pour sortir de sa condition. C'est rien de plus, c'est rien de Ouais. moins. Et donc, quand on est dans la pauvreté, quand on est dans la... On s'assoit? Ouais, on Ouais. s'assoit. Quand on est dans la pauvreté, quand on est dans le manque, on est obligé en fait de relativiser, on est obligé de penser. Et beaucoup de penseurs sont issus des classes populaires, quoi. La philosophie et la pauvreté, la figure du populaire, ça a toujours été lié, quoi. Mm. Et en dehors de la philosophie et de tout ce que ça entoure, moi j'aimerais revenir à ton métier actuellement d'éducateur spécialisé pour les jeunes en situation de délinquance. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager vers ce métier? Après, je sais pas. Après, c'est peut-être parce que j'ai vécu la délinquance par témoignage, hein, on va dire de façon indirecte, par porosité. Et donc, on a voulu aider, que ce soit des gens de la famille ou autres. Et, en tout cas, j'ai voulu aider, etc. Et ça ne fonctionne pas. Il faut une méthodologie, il faut se professionnaliser. Voilà. Ou il y a aussi, ça j'ai essayé d'y réfléchir aussi, pourquoi je suis devenu éducateur. C'est aussi peut-être une dette. Quand tu grandis dans un quartier, etc., que tu t'en sors un petit peu, tu te dis, ouais, je peux pas m'en sortir. Alors moi, c'est mon avis, je juge personne, en étant banquier, juste en faisant de l'argent. Enfin, faire de l'argent en faisant de l'argent. Moi, il me fallait un métier qui ait du sens. Et c'est peut-être, j'ai pas de certitude, c'est peut-être aussi dû aux origines modestes, au fait que, voilà, moi j'étais pauvre, j'ai galéré, blablabla, blablabla, qui font qu'à un moment donné, on peut pas faire un métier neutre. Je pense et j'ai beaucoup d'amis qui sont comme ça. C'est-à-dire qui ont fait des grandes études, etc., même avocats, qui vont s'engager dans des causes, qui vont essayer
de défendre, justement, d'être commis d'office, etc. C'est quelque chose que j'ai remarqué, hein, et on peut voir aussi des gens qui sont issus du milieu très rural. Oublier ses racines comme ça, c'est très difficile, quoi. Il y a un sentiment de trahison qui n'a pas lieu d'être, hein. Attention, hein, je dis vraiment, c'est un sentiment. C'est comme si demain, si je devenais friqué pour être friqué, pour moi, j'aurais trahi mes racines. Alors, ça ne veut pas dire que je ne gagne pas bien ma vie, ça ne veut pas dire que je suis pas, ça bosse. Tu vois, je suis plus dans la classe Mais populaire. c'est quelque chose que tu ressentirais encore aujourd'hui? Ah, totalement, hein. Bah, c'est mes livres. Je ne pourrais pas écrire, mais vraiment, je juge personne, mais je ne pourrais pas écrire sur une amourette d'un mec et d'une meuf qui se sont rencontrés dans une supérette et qui vivent leur meilleure vie avec des plafonds de 6 mètres de haut. Je ne pourrais pas. Quoi, je ne verrais même pas le sens de lire ce genre d'histoire, mais de prendre le temps d'écrire des mois et des mois, voire des années. Hein. Des fois, un livre, ça s'écrit sur des années. D'écrire un truc, pour moi, hein, et c'est pas un jugement, mais j'ai le droit de dire ce que je pense, de quelque chose de totalement insignifiant. J'ai l'habitude de dire tout est engagé. L'écriture, tout est engagé. Quelqu'un qui écrit quelque chose d'insignifiant, c'est engagé. Il s'engage à ne rien écrire de ce qui vient démanger en fait la société. Et ça, c'est quand même fabuleux, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut écrire sur des sujets sans parler de racisme, sans parler de corruption, sans parler... Non, l'écriture doit servir à dénoncer et l'écriture doit servir à redonner la dignité à des sujets, donc sujets êtres humains ou des sujets de problématiques qui sont beaucoup trop bafoués et humiliés par les médias, par les puissances dominantes, etc. Donc toi, en tant qu'auteur, tu as cette petite flèche à utiliser, il faut que tu l'utilises. Si tu la laisses, que tu l'utilises pas et que tu préfères vivre la belle vie en racontant des choses insignifiantes, voilà. Après, qui je suis pour dire que c'est insignifiant? En tout cas, pour moi, ça l'est. Ok. C'est vrai, au final, chacun ses envies, chacun ses désirs par rapport à ce qu'il a envie d'écrire, mais je vois où tu veux en venir. Ouais. On a un peu une mission en tant que... Quand on a une passion comme ça qui peut permettre de dévoiler des messages ou permettre de partager des messages, c'est important de l'utiliser. Alors, pour moi, tu utilises le mot mission. Ouais, tu utilises le mot mission. Le mot mission, il est vraiment bien indiqué puisque c'est gratuit. C'est-à-dire, moi, par exemple, personne n'attend mon prochain livre. Même si j'étais connu, en fait, c'est bon, à un moment donné, t'écris pas. Donc tu es libre d'écrire ce que tu veux. Faut arrêter, hein. Tu es libre d'écrire ce que tu veux. Si demain tu choisis de ne pas écrire quelque chose, c'est un choix politique. Tu le fais, voilà. Et à un moment donné, on ne peut pas. Et c'est ce que je reproche beaucoup, par exemple, au cinéma de banlieue. On en parlait, Les Misérables, Athéna, Bac Nord, même si Bac Nord, c'est pas sur la banlieue, mais pareil pour Gravité. Bon, bref, tous les films là qui sont sortis. On va dire oui, mais c'est leur interprétation, oui, mais c'est leur regard. Non. En fait, on est sur des sujets politiques, mais tout est politique. On est sur des sujets politiques. Quand à un moment donné, on vient refaire de la caricature pour juste faire de la caricature et qu'il n'y a rien derrière, c'est des années d'inconscient collectif que tu vas venir forger. Parce que bien sûr, s'il n'y a qu'un film, on va dire on s'en fout. Mais s'il y a 10 000 films qui présentent la figure de l'arabe, par exemple, comme un voleur violent, c'est quelque chose qui va exister dans le discours politique. Aujourd'hui, que ce soit Marine Le Pen ou que ce soit Éric Zemmour, ils te disent « Oui, mais regardez Bac Nord, regardez ce qui se passe à Marseille, regardez Bac Nord ». Ils ne vous disent pas « Regardez la réalité », ils vous disent « Regardez Bac Nord ». Déjà, quand on a les chaînes en info continue qui viennent, de par leur format, etc., grandir à puissance 1000 des épiphénomènes, des faits divers, là, aujourd'hui, on a un cinéma, on a des livres aussi. Alors, dans la littérature, ça se fait moins, parce que dans la littérature, les auteurs sont peut-être un peu plus consciencieux. Mais dans le cinéma, ils vont peut-être, parce que c'est des questions de financement, peut-être, c'est des questions de subvention et de diffusion. Je ne suis pas dans leur tête, mais à un moment donné, tu es responsable de tes actes et ton œuvre va te survivre. C'est-à-dire que moi, si j'ai l'intention, par exemple, d'écrire sur la banlieue et de faire que mon jeune soit un dealer, il faut que je sois conscient que si je ne vais pas mettre de la complexité de l'intelligence, ça ne sera qu'un dealer de plus. Ça ne sera qu'une personne qui va venir confirmer qu'un arabe, par destination, doit être dealer. Sera dealer. Ne peut qu'être dealer. Et si ça, je ne fais pas très attention, je ne peux pas dire oui, mais moi, mon intention. Non, mais mon intention, soit je l'écris, soit je ne veux même pas la convoquer après coup. Mon intention, c'était pas ça. Et vous verrez, par exemple, sur Les Misérables, sur Athéna, parce qu'Athéna, quand même, c'est vachement une fresque qui est, pour moi, zémourienne. J'avais écrit un article là-dessus. Un clip zémourien, c'était le titre, en tout cas la phrase choc de l'article. Après, il peut pas, le réalisateur, le scénariste, Ladjili, ne peut pas dire oui, mais mon intention c'était pas ça. Mais on s'en fout de ton intention en fait. Si ton intention, par exemple, c'était de montrer ton amour à la femme qui est en face de toi et de lui mettre une claque, en lui mettant une claque, non, mais l'intention en fait, elle doit être balayée d'un revers de main. On doit juger les personnes sur des actes
Et par exemple, voilà, moi je suis auteur, si vous voulez me juger, ben, vous regardez, j'ai écrit 2 livres, il y en a un troisième, il y a un recueil de nouvelles qui arrive, etc. Vous jugerez, mes actes en fonction de ce que j'écris, pas de ce que je dis dans une interview à gauche, à droite. Non, si je voulais le dire, il faut que je l'écrive. Ok. Et toujours dans le cadre de ta passion et de ce que tu utilises justement pour mettre en avant des problématiques, j'ai vu qu'au travers du théâtre également, non seulement tu es comédien, mais tu mets en avant cet art, donc le théâtre, pour permettre l'inclusion de différentes minorités dans l'art. J'ai vu par exemple que c'était important pour toi d'inclure les sourds et malentendants dans le théâtre. Comment est-ce que tu fais pour les inclure? Et même au travers de l'écriture, j'ai vu que tu faisais des ateliers d'écriture également pour que les gens y découvrent sûrement une autre passion. Comment est-ce que tu fais pour engager ça, l'inclusion? Alors pour moi, l'inclusion, je l'ai découvert par exemple dans mon premier spectacle, Mes points sur les i, qui a été adapté au théâtre. C'est le théâtre qui nous a proposé de collaborer avec une association qui faisait de la traduction en langue des signes. Je t'avouerai qu'avant ça, alors que je suis dans le domaine, quand même, je suis éducation spécialisée, sur le handicap, etc., je suis quelqu'un d'assez éveillé là-dessus. Je t'avoue que je ne m'étais même pas posé la question comment font les gens qui sont sourds et muets, sourds et malentendants, excuse-moi, pour aller au théâtre. Je ne m'étais même pas posé la question. On s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Et du coup, alors par contre, moi j'ai mis une condition, je veux bien travailler avec eux, par contre, j'ai pas envie qu'ils soient juste sur le côté à traduire. Je veux que la personne soit un comédien sur scène. Donc à un moment donné, je sais pas, on est en prison. Il va traduire à côté de moi, mais ça va être le maton, il va m'ouvrir la porte, tu vois, le surveillant pénitentiaire pour parler bien. À un moment donné, moi je vais me transformer au procureur, donc je vais fustiger le protagoniste, je vais lui dire tu prends ma place, etc. On a vraiment joué sur ce côté-là où il y avait vraiment une vraie interaction. Après, c'est pas tous les théâtres qui ont acheté la version, parce qu'il y avait 2 versions, la version sans ou la version avec, parce que nous on avait fini le spectacle avant qu'il arrive, on l'a retravaillé après, donc les ventes se sont faites la version sans, sans traduction. C'est pas que eux ils étaient moins intéressés, c'est juste que quand c'est sorti. En fait, après, on leur a dit si vous voulez faire un effort financier qui était quand même assez conséquent, c'est quasiment du simple au double, vous pouvez acheter la version augmentée, on va dire. Parce que moi j'appelle ça du théâtre augmenté. Okay. Parce que toi tu es bien entendante, je suppose, moi aussi je le suis. Mais quand je vais voir un spectacle avec un traducteur, mais qui est vraiment mis en scène, je te dis pas un truc à côté, un vrai traducteur, en fait, ça enrichit l'œuvre. Ça vient enrichir, ça vient donner en fait un peu plus d'humanité et ça vient interpréter des mots que tu n'es plus obligé de regarder le comédien en fait. Alors, le comédien, bien sûr, tu regardes de temps en temps, mais des fois, tu écoutes les mots et tu regardes l'interprète en langue des signes. Là, je préfère dire interprète que traducteur. Il a vraiment une place, quoi. Il a vraiment une place, il a vraiment un sens. Et c'est vraiment quelque chose qui est, pour moi, maintenant, je vais rendre obligatoire. Je vais rendre obligatoire la présence d'interprètes. Et en parlant encore de ce sujet-là, j'ai vu que tu étais quand même intégré à cette cause il y a longtemps, au travers de l'Aude à la paillade. C'est une pièce dans laquelle tu as joué, n'est-ce pas? Oui, c'est une première pièce, c'était le principe du truc, exactement, par la compagnie Prime Sautier Théâtre, où il y avait plusieurs acteurs de la paillade. Et c'était semi-joué, semi-réel. Et en fait, là, j'avais encore mon livre, Mes points sur les i, mais en manuscrit. Et je venais déclamer, lire des extraits de mon texte à une partie du public. Ok. Et moi, j'aimerais parler de ce que tu fais aujourd'hui. Donc, j'ai vu que tu écrivais des articles pour le média d'ici et d'ailleurs. Et que tu mettais beaucoup en avant les violences policières. Mais également la question le sujet du viol plutôt. Sur les faux témoignages, le fait qu'il y ait beaucoup de victimes qui ne soient pas représentées par la justice. Qu'est-ce que ça représente pour toi comme sujet et comment ça se fait que tu t'es engagé dedans également? Alors, moi j'écris des articles, je ne suis pas journaliste, moi j'écris des articles quand j'ai quelque chose à dire et quand je pense que ce que je vais dire, ça n'a pas été dit ou on a une petite pertinence sur le sujet. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument écouter ce que j'ai à dire. Mais sur les violences policières, je pense que c'est un combat de... Alors moi, je le place dans le cadre républicain. Moi, je suis vraiment fan et amateur de la Révolution française, notamment après 92 et 1792. Et pour moi, la République, ça ne veut pas rien dire, ça veut dire quelque chose. Et j'ai été, moi, soldat, j'ai porté l'uniforme, je suis fonctionnaire d'État.
Et pour moi, être fonctionnaire d'État, c'est être au service de la République, République le bien de tous. Et je ne peux pas concevoir qu'une personne en uniforme va violenter quelqu'un, va mentir dans un procès verbal et va faire condamner cette personne pour des violences qu'il a reçues. Mais du coup, il va être condamné pour des violences commises qu'il n'a même pas commises. Et s'en sortir même avec une prime, parce qu'avec des dommages et intérêts. Ça, je ne peux pas concevoir que la justice n'arrive pas à être beaucoup plus forte et sans pitié avec les personnes qui salissent l'uniforme. J'ai beaucoup de personnes qui sont très proches de moi, qui sont policiers, donc j'ai aucun souci à le dire. La police est salie par ces genres d'individus qui ne sont pas des brebis galeuses. C'est un système policier qui couvre et encourage et le racisme et les violences impunies. On parle quand même de meurtre. Hein. Moi, je parle de crimes policiers, je parle de meurtre policier. Violence policière, c'est quand le policier va te mettre une gifle ou va te mettre une balayette. Ça, c'est une violence policière. Mais ça encore, c'est une des premières phases avant l'horreur des crimes. Mais si on ne laissait pas la claque, si on ne laissait pas le crachat, si on ne laissait pas la balayette, il y aurait beaucoup moins de meurtres. J'ai vu une très belle pièce il n'y a pas si longtemps, sur le 17 octobre de 1961, sur, là où on a tué et noyé des Algériens dans la Seine. Ça a été encouragé par la police. C'est quelque chose, il y a une immunité qui a été votée après pour les policiers. Donc en fait, et 61, c'est il n'y a pas si longtemps. Hein. Ma mère était née en 54. Donc 61, c'est pas vieux. D'accord. Les violences policières, Naël, c'est de l'été dernier. Donc on ne peut pas ne pas s'engager là-dessus quand on parle des quartiers populaires. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont conseillé d'arrêter de m'engager là-dessus, hein, pour te dire. Parce que j'ai des projets apparemment qui ne sont pas aboutis dans les hautes sphères des pouvoirs locaux, en me disant ouais, il y a lui, il voulait travailler avec toi, tu as écrit cet article, il ne veut plus travailler avec toi. Écoute, au moins ça fait le tri. Ouais. Les gens qui sont motivés, c'est des gens qui viennent même pas me parler. Hein. Ils sont motivés pour venir travailler avec moi. Et sur les questions des viols, etc., je finirai peut-être là-dessus. En fait, on ne se rend pas compte à quel point ce monde-là dans lequel on vit, la France, mais le monde en règle générale, mais je vais rester en France, il a été, et ça rejoint la question de l'inclusion, il a été créé pour des hommes et pour des valides. Aujourd'hui, on ne se pose pas la question, si par exemple, toi et moi, je te dis, viens, je t'invite au restaurant, je n'ai pas posé la question, est-ce que c'est accessible au fauteuil roulant, parce que tu n'es pas en fauteuil roulant. Si tu étais en fauteuil roulant, ça serait un casse-tête pour trouver un restaurant où les toilettes sont accessibles pour toi. En fait, on ne se rend pas compte. Et c'est pareil pour les femmes. Il y a énormément d'études sur le fait que les hommes laissent moins parler les femmes, que dans les cours de récréation, les garçons prennent plus de place, etc. Sur les violences faites aux femmes. Et c'est vrai que quand on parle du viol et tout ça, on ne se rend pas compte qu'il y a très très peu de femmes qui portent plainte. Au final, je ne parle même pas de celles qui vont au bout de leur plainte et celles qui arrivent à faire condamner leur agresseur. Mais en fait, c'est rien du tout. Donc on sous-estime l'ampleur du viol, des viols quotidiens, des viols intrafamiliaux, des viols dans tous les milieux, que ce soit le sport, etc. Donc le mouvement MeToo est venu mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais ça aussi c'est une minorité qui ose parler. Il faut toujours partir de ces minorités. Voilà. Et comme ça, tu ne vas pas sous-estimer Et là, pareil, hein, les violeurs peuvent, en toute impunité, continuer leur carrière et avoir les honneurs, même la défense du président de la République, hein, quand on parle de Gérard Depardieu. J'ai vu ça, ouais. C'est impensable. C'est impensable. Après, si ça s'appelait Mouloud Depardieu, je pense que ça n'aurait pas été la même. Ça, c'est un autre sujet. En fait, je voulais le mettre en avant parce que je trouvais ça bien, sachant justement que ce soit un homme qui mette en avant ces sujets-là et pas que les femmes. Parce qu'en général, c'est des sujets qui touchent énormément de femmes et souvent, c'est féminisé alors que ça devrait concerner tout le monde au final. En fait, moi, je suis papa de 2 filles. Hein. Je suis mari d'une femme. Je peux pas concevoir en fait que ces violences-là. Moi, j'ai jamais eu le cas au travail ou autre, mais en tant qu'homme, il n'y a pas de solidarité en fait. Tu peux pas dire ouais, mais la femme elle ment. Parce que quand tu vois aujourd'hui avec les réseaux, c'est même plus la peine. Mais quand tu vois la tornade d'insultes et d'harcèlement qu'une femme qui dénonce des violences subit, réelles ou pas, c'est-à-dire quoi, réellement reconnues ou pas encore reconnues, la solidarité doit venir aux victimes. Après, attention, il peut y avoir des abus, mais ça aussi, c'est des abus. Il faudrait encore qu'on en arrive à en prouver des accusations fausses, etc. Je pense qu'on prend moins de risques à soutenir une femme qui dénonce des violences sexuelles ou autres, à la soutenir en pariant que ce soit vrai, plutôt qu'en se disant non, ça risque d'être une menteuse. C'est possible, tout est possible. Par contre, il y a des 1000 fois plus de chances qu'elle ait dit la vérité, parce que le poids de la réputation, le regard des autres, le fait qu'au final, il y a très peu de chances qu'elle gagne. Donc même si elle dénonce, et c'est pour ça que beaucoup de gens ne dénoncent pas, puisqu'au final, je vais dénoncer, je vais me taper
la honte, on va m'insulter de ci, on va m'insulter de ça, on va m'harceler, et lui, il va même pas être condamné. Ouais, il y a rarement une réelle finalité, quoi. Ben non, plainte alors, je parle même pas quand c'est dans la famille où certains membres de la famille conseillent de ne rien dire. Parce qu'il ne faut pas oublier que les premiers violeurs sont quand même les hommes, les membres masculins autour des jeunes femmes. Ça aussi, et des jeunes garçons, mais c'est aussi des jeunes femmes. Et ça on ne s'en rend pas compte. Donc c'est une culture quand même, on a une culture du viol. Et je ne sais pas si tu as remarqué, peut-être, je ne sais pas quel âge tu as, mais peut-être tu es trop jeune pour ça, mais dans les anciens films, les baisers forcés, les mains aux fesses. On en parle beaucoup plus maintenant, Voilà. c'est devenu quelque chose d'un peu moins tabou. Donc, Ben maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que s'il y a un baiser forcé, la personne, forcément, tu dois le mettre en scène comme quoi c'est mal. Alors qu'avant, un baiser forcé, c'était séducteur. Moi, à mon époque, quand on regardait des films, des séries pour ados, les baisers forcés, voire les rapports quasi forcés, c'était « Ah là c'est un homme, là il a réussi à la conquérir ». Et la femme, parce qu'il y a un scénario derrière, la femme elle tombe amoureuse, elle dit « Oh là là, en fait, tu as été vraiment courageux, tu étais vraiment viril et tu as réussi à me conquérir en me prenant de force ». Bon, ça aujourd'hui, ça existe encore, mais c'est mal vu. Et ça c'est bien, parce que dans la réalité, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi personnellement, si demain je vais embrasser de force quelqu'un, je m'attends à une claque. Et j'espère que la personne me mettrait une claque. Parce que j'aurais fait quelque chose de pas bien, quoi. Donc, et dans la réalité, c'est ce qui se passe quand même. Hein. Les femmes qui dénoncent cet état disent « mais je l'ai giflé ». Il a continué. Ou il n'a pas tenu cas, etc. Donc je trouve qu'on va dans le bon sens, pas assez vite. Il y aura des abus, il y aura des choses qui ne seront pas correctes, etc. Mais c'est encore quelque chose Enfin, c'est là, mais c'est encore à travailler. Mais on va dans le bon sens, quoi. Aujourd'hui, une femme, c'est un peu plus que simplement une paire de jambes ou une paire de poitrine juste pour faire vendre. On sort de ça. Les femmes ont des rôles beaucoup plus intéressants. Elles ont beaucoup plus de minutes de dialogue. Voilà. Et je pense aussi que les femmes sont de plus en plus réalisatrices aussi. Ça change. C'est pas la même chose. Même je vois dans l'industrie pornographique, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment mauvaises et à jeter, etc. Je ne fais pas du tout la promotion, c'est pas du tout mon propos. Mais je vois le discours de certaines femmes réalisatrices qui disent en fait il faut aussi changer cette image-là. Il faut que les réalisatrices aussi de cette industrie-là aient une éthique et viennent proposer un regard qui est beaucoup plus respectueux de la femme. Et parce que quand même, on ne le dit pas assez, mais moi je le vois avec les jeunes que je suis, l'industrie pornographique vient façonner la sexualité de nos jeunes garçons, donc de nos futurs hommes, qui vont venir reproduire des choses qu'ils ont vues dans des contextes qui sont totalement fictionnels et pas du tout sains. Ouais, c'est un sujet qui est très actuel en ce moment, mais je pense que ça prendrait peut-être trop de temps d'en parler. C'est un sujet tellement complexe et tellement intéressant également à traiter. Mais moi j'ai une dernière question pour cette interview, qui est peut-être bien pour terminer sur une note un peu plus positive. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? J'ai vu que tu as sorti ton dernier livre en 2022, c'est ça, Mektoub? Mektoub, oui. Et tu te vois encore en train d'écrire des livres dans 10 ans? Ou éducateur? Comment tu vois l'avenir? Alors là, moi, j'ai une nouvelle qui sort dans un recueil de nouvelles sur la Palestine, là, qui sort en mai, donc dans pas longtemps. J'ai mon polar, c'est un gros projet qui sort en novembre, le 4 novembre 2024. Je co-crée une maison d'édition pour justement aussi avoir un peu plus de mainmise, de levier pour essayer de promouvoir des discours et des récits qui n'arrivent pas à voir le jour aujourd'hui. Donc non, moi je pense que j'ai le pied dedans et j'ai bloqué l'ascenseur, donc là elle reste avec moi. Et éducateur, je ne sais pas, là je suis en cours de reprise d'études pour devenir consultant. J'aimerais continuer mes études au niveau doctorat, je verrai si j'ai le niveau et la passion pour ça. Mais oui, là je suis en master pour devenir consultant, donc je resterai éducateur, mais peut-être éducateur, pas forcément dans la prise en charge quotidienne, mais peut-être éducateur, créateur de dispositifs, créateur de nouvelles façons de faire. Voilà, mais je serai toujours dans le social. C'est plus ça, plus le domaine du social qu'éducateur. D'accord. Donc un avenir toujours aussi ambitieux. Ouais, non, ambitieux, parce que de toute façon, moi c'est le conseil que je donnerais à tous les jeunes. Moi j'essaie d'avoir minimum un projet par semestre. Minimum. Minimum un projet par semestre. C'est-à-dire, après, qui ne se réalisera pas peut-être là. Hein. Moi j'ai des projets, le polar là, ça fait 7 ans qu'il est en cours d'écriture. Donc non, ça prend du temps d'écrire, ça prend du temps. Mais ayez un projet par année. Sinon, en fait... C'est bien pour commencer. C'est ça, ce que la vie, en fait, c'est un fleuve. C'est-à-dire que si tu nages pas, tu recules. Pour faire du surplace, il faut nager. C'est le principe d'un fleuve hein, ou d'une mer. Hein. Donc en fait, pour minimum, pour ne pas sombrer, pour ne pas perdre
voilà, en émulsion, etc., il faut minimum un projet par an. Mais c'est un grand minimum. Et ça peut être tout et n'importe quoi, mais il faut essayer de réaliser quelque chose, parce que c'est en réalisant des choses qu'on se réalise. Ben, c'est une très bonne manière de terminer cette interview. Ben, merci à toi. Merci beaucoup Sofiane pour ta présence et merci à vous d'avoir regardé l'émission de La Balade et à très bientôt, je l'espère, sur Kaina TV.